Un perdant a toujours une bonne excuse pour perdre. Dans la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, je sais ça risque de déplaire. Ça va être beaucoup de mindset à l'américaine. Ça va être des concepts très américanisants avec lesquels les Français sont en général mal à l'aise parce qu'ils perçoivent dans ces concepts une sorte de naïveté, une sorte de sursimplification et le Français au contraire aime l'intellectuel, la nuance, la perte de ton, le bavardage. Euh, Moi j'aime le mindset à l'américaine puisque c'est un mindset qui est basé justement sur la simplification et surtout sur le passage à l'action. Vous le savez, la réflexion et l'action sont deux choses complémentaires mais qui en même temps s'opposent. Plus on réfléchit, moins on agit, et si on veut agir trop vite, eh bien, on manquera forcément de réflexion. Et sur ces thèmes-là, du coup, le français est beaucoup plus orienté intellect et réflexion, alors que l'américain est orienté action, action, action. On prend du feedback en se lançant, en essayant, en faisant des erreurs. Le perdant, donc, a toujours une bonne excuse pour échouer. Si vous avez vu mon live cette semaine avec Robin, Robin, c'est un type qui a 23 ans, qui s'est expatrié en Arménie. Et quand on parle d'expatriation, les gens, ce qui revient toujours, c'est oui, mais avec quel argent? Comment faire? Comment est-ce que je vais gagner ma vie, etc. Moi, j'ai souvent porté de la nuance, puisque mon idée de base, c'est que n'importe qui peut s'expatrier simplement avec une paire de couilles et un sac à dos. Mais je conçois qu'un daron de 35 ans ne puisse pas forcément faire ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que moi-même, quand je me suis expatrié, bah, j'avais presque rien. Je précise par honnêteté que je recevais quand même de l'argent de poche de mes parents, que ça m'aidait un petit peu, même si évidemment ça n'était pas nécessaire pour, ni même ne serait-ce que pour vivre normalement. Je ne parle même pas de mener grand train. Mais il y avait ce petit coup de main, bien sûr, qui m'aidait. Mais enfin, j'ai dû vivre dans des petits appartements, j'ai dû travailler en call center, j'ai essayé de monter un petit café, j'ai essayé de me démerder. D'accord, avec mon épouse, nous n'étions pas encore mariés à l'époque, on vivait dans un grand studio, on va dire. D'accord, et effectivement, dans le studio, bah, il y avait le lit, il y avait un bureau. Et à cette époque, en plus, elle travaillait dans une boîte qui faisait des cartons d'invitation pour les anniversaires et pour les baptêmes et pour les mariages. Et moi, eh bien, effectivement, j'essayais de me lancer dans les études de comptabilité. Donc, c'était pas la grande vie. D'accord. Mais du coup, je sais qu'on peut s'expatrier avec presque rien. Je vois les gars qui montent des combines, des mecs qui vont faire des trucs pas forcément recommandables. Mais par exemple, il y a des mecs, ce qu'ils vont faire, c'est que eh ben, ils vont foutre leur appartement, effectivement, en location courte durée pendant 2 semaines. Je parle pas d'arbitrage Airbnb du tout, là. Là, je parle d'un truc qu'il faut pas faire. Mais effectivement, j'ai connu des expatriés qui vivaient effectivement en France, qui sans le dire à leur propriétaire, ou bien parce que, ou bien ils ne leur disaient pas à leur propriétaire, ou bien c'est carrément leurs parents qui leur donnaient l'appartement et ils le foutaient sur le bon coin, d'accord. Puis dès qu'ils avaient une réservation, bah, ils prenaient de l'argent pendant 2 semaines, et avec cet argent, ils allaient effectivement passer 2 semaines dans une destination avec un coût de la vie beaucoup plus faible. C'était des combines que les mecs mettaient en place, parce que quand les gens veulent, ils peuvent. Reprenons sur l'exemple de Robin. Robin, c'est un type qui avait simplement le bac en poche. 23 ans, bac en poche, pas de sous. Combien de gens dans sa situation se seraient dit, bah, je peux rien faire. Faut d'abord que je fasse des études, faut ceci, cela, machin. Robin, il s'est pas dit ça, il s'est dit, ok, comment je vais faire de l'argent? J'ai que le bac. Bon, j'ai pas accès à beaucoup de métiers. Les métiers auxquels j'ai accès, c'est des métiers de bas niveau. Donc forcément, si je travaille en France, je vais rien gagner. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'aller dans des endroits où on sait qu'on gagne plus d'argent? Suisse, Luxembourg, etc. Et effectivement, là-bas, faire des jobs qui sont certes des jobs d'entrée de gamme, mais qui vont beaucoup me rapporter. Oui, il y a moyen. Ok, il a bougé en Suisse. Évidemment, là où il y a de l'argent, il y a une barrière à l'entrée. Donc il a bougé en Suisse, il s'est heurté à des difficultés administratives, etc. Parce que pour trouver un travail, il faut un logement, mais pour avoir un logement, il faut un travail. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Beaucoup de gens connaissent cette problématique. Il s'est débrouillé. D'accord. Il a demandé à des gens, il a supplié, etc. Il a fini par trouver des gens pour accepter de l'héberger, ce qui lui a permis d'avoir un travail. D'accord. Il faisait des semaines à 90 heures où il foutait un maximum d'oseille de côté. Il a fait ça pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait un petit butin. Avec ce butin, qu'est-ce qu'il a fait? Géo-arbitrage. Ça fait combien d'années que je vous parle de géo-arbitrage? Il est allé dans une destination avec un coût de la vie dramatiquement plus faible. Comprenez ce qu'il fait? Il va dans un endroit où le coût de la vie est très élevé, et où le moindre taf, là pour le coup chauffeur Uber, mais ça aurait pu être plongeur en cuisine, va vous rapporter beaucoup d'argent. Bien sûr, pendant qu'il est en train de faire cette grind, il ne dépense rien, il vit du strict minimum et il met un maximum de côté. Et ensuite, il bouge dans des destinations où ce n'est pas cher. Très bien, il arrive en Arménie.
Mais que faire? Quel business lancer pour pouvoir en vivre? Eh ben, Robin ne s'est pas contenté de regarder mes vidéos, il a mis en application ce que j'enseigne et Robin avait acheté ma formation. C'était à l'époque où je vendais encore des formations et il a acheté ma formation et il a lancé ses Airbnb et en 7 mois, il a lancé 5 Airbnb en Arménie avec avec le butin qu'il avait économisé, pendant son travail en Suisse. Vous voyez? Et en plus, il parlait pas la langue, il a dû engager une traductrice. Je sais pas si vous voyez, en fait, le niveau de, chaque obstacle, en fait, il le défonce. Là où les Français ont ce réflexe, et les perdants de manière générale, hein, ont ce réflexe de toujours s'inventer des obstacles. En fait, tu sais quoi? Je devrais même pas dire que les perdants ont toujours une raison de perdre, parce qu'en fait, les perdants ne perdent même pas, ils n'essaient pas. Comment veux-tu avoir un échec si tu n'essaies pas? La caractéristique du loser, c'est qu'il n'essaie même pas, en fait. Avant même de se lancer, il a déjà une montagne d'obstacles. Compare ça à ce gars de 23 ans, pour lui, les obstacles n'existent pas, il n'y a que des solutions. Et ça, c'est le mindset à l'américaine. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour ce type d'état d'esprit. Le perdant, lui, a toujours une excuse. Il a toujours une bonne raison de ne rien foutre. Toujours une bonne raison de ne pas y aller, de ne pas le faire, de ne pas essayer, de ne pas commencer. Non, ça va pas marcher parce qu'à ça, parce qu'à ça. Et en fait, si tu écoutes le perdant parler, que tu l'écoutes bien, que tu lis entre les lignes, ce que le perdant voudrait, en fait, c'est que la vie de rêve qu'il souhaite avoir soit cachée derrière un contrôle de maths ou un contrôle de français. Ça veut dire le professeur lui donne un mois pour réviser. Voilà, tu vas avoir tel exercice, tel exercice, tel exercice. Il fait ses révisions. Il arrive à son examen. Il fait ses petits exercices. Il a la moyenne. Il a le 15 sur 20, il a le 18 sur 20. Bravo, ben c'est bien. Voilà, tu as ton diplôme, tampon. Avec ce torche-cul, tu vas être en capacité d'avoir une vie de rêve. C'est ça, en fait, dont les perdants rêvent. C'est d'une ligne toute tracée, où il n'y aurait aucun effort à faire, où il n'y aurait aucun risque à prendre, où il n'y aurait aucun échec à subir, aucune humiliation à subir. Car tout échec est un peu humiliant, finalement. Ils sont délicieux, ces cigares. Il veut une ligne toute droite. Le perdant ne se contente pas de perdre lui-même. Il veut également s'assurer que personne de son entourage ne s'en sorte. Et c'est pourquoi, comme je vous le dis toujours, ne parlez jamais de vos idées de business à votre entourage. Parce que dans 99% des cas, c'est des gens qui ne vont pas vous soutenir. C'est des gens qui vont toujours trouver une raison de vous décourager, toujours trouver une raison pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Robin, c'est un mec de 23 ans, putain, qui s'est lancé dans l'arbitrage Airbnb, il a foutu 5 appartements sur le marché. Mais imaginez toutes ces personnes qui bougent en Europe de l'Est avec 500 000 balles. Je vais parler d'Europe de l'Est, mais l'Asie est également une destination à la mode. Le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud. Des mecs qui parlent avec des vraies sommes d'argent. Un demi-million, 1 million. La facilité avec laquelle ces gens-là pourraient mettre 5 ou 10 appartements en quelques mois et tout simplement en vivre avec une fraction de leurs capitaux. Comprenez? Avec une fraction de leurs capitaux. Robin, lui, a lancé son premier appartement avec, il me semble, 1500 euros. Alors, effectivement, c'est l'Arménie. Effectivement, c'est peut-être un studio, etc. Mais 1500 euros. Il a lancé son premier appartement avec 1500 euros. Robin ne parlait pas la langue, il est allé chercher une traductrice. Les gens qui me disent, oui, en France, il y a des démarches. Mais putain, vous êtes dans un pays où vous parlez la langue. Il y a des gars qui lancent des business dans des pays dans lesquels ils ne parlent même pas la langue. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est... En plus, il a 23 balais, quoi. Est-ce que tu as déjà essayé de convaincre un propriétaire en Europe de l'Est, que ce soit un vieil Arménien, un vieux Roumain bourru, le mec, il a acheté un appartement, il a vendu tous ses terrains à la campagne pour acheter son appartement, c'est son bébé. Et il y a un type qui arrive de France, il a 23 ans, c'est encore un gamin, il parle même pas la langue, et il te dit, je peux faire Airbnb avec ton appartement. Est-ce que tu crois que c'est facile de convaincre les propriétaires? Est-ce que le gars n'invite pas l'excuse en or pour ne rien foutre? Pour dire, non, mais pour moi, ça marchera pas. Je suis trop jeune, je parle pas la langue. Tu comprends, en Europe de l'Est, ils sont fermés d'esprit. C'est bouger le cul, le mec. Alors que il n'avait rien. Et maintenant, moi, je pense à tous les gens qui bougent avec 100 000 balles, 500 000 balles, 1 million d'euros.
Ils achètent des appartements, des maisons en Espagne, en Thaïlande, en Amérique du Sud. Putain, avec 50 000 euros, tu peux sortir les 5 000 euros par mois. Les 10 000 euros par mois. Enfin, ça, je ne vais pas m'avancer, ça dépend des villes, ça dépend de l'étude de marché. Attention, je ne raconte pas n'importe quoi. Mais avec 30 000 euros d'investissement, tu peux, sans aucun doute, générer un salaire français dans une destination à coût de la vie faible et vivre très bien, de manière passive, avec 30 000 balles d'investissement. Et si tu fais des bons deals, tu peux t'en sortir avec 15 000 balles. 15 000 balles, 5 appartements, 3 000 euros par appartement, 500 euros par mois par appartement. 500 x 5, 5 x 5, 25. Ça fait 2 500 euros. Je parle en profit, là, je parle pas en chiffre d'affaires. Quel autre business model peut permettre à quelqu'un de générer un salaire à l'occidental, dans n'importe quelle destination du monde, avec un si faible capital de lancement? J'aimerais le savoir. Et sans risque, parce que les gens vont me dire, oui, Bitcoin. D'accord? Mais Bitcoin, c'est comme tout investissement financier, il y a un risque. Il y a un risque que ça monte, que ça descend. Là, on parle de faire sans risque. On a tous les chiffres à l'avance. Mais le perdant a toujours une excuse. Et je sais, les gens vont dire, oui, mais vous lancez ça en Europe de l'Est. Mais tu crois que les gens ne lancent pas ça en France? En France, il y a littéralement un statut, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui s'appelle la sous-location professionnelle. Sous-location professionnelle, c'est littéralement dans la loi française. Ça, c'est pour tous les mecs qui pensent que c'est un hack, une combi, une faille. C'est littéralement dans la loi. Littéralement, il y a un statut qui s'appelle sous-loueur professionnel. C'est vous dire si c'est possible à faire en France. Bien sûr que c'est possible. Y a-t-il des inconvénients? Oui, il y a la législation. Pas partout. Y a-t-il des avantages? Par exemple, le fait que la France soit le pays le plus touristique au monde, c'est quand même un avantage. Okay, le fait également que vous soyez dans un pays avec une économie qui tourne correctement. Parce que on parle souvent de l'économie française. Bien sûr que l'économie française va mal par rapport aux années 90. Bien sûr que l'économie française va mal par rapport à son potentiel, quand on voit l'histoire de ce pays. Mais tu préfères lancer un Airbnb en France ou en Ouganda? Tu préfères lancer un Airbnb en France ou dans une destination où demain le chef d'un gang local vient toquer à ta porte et te dit c'est à moi? Qui est mieux de lancer en France. D'accord? Je sais plus c'est quoi les chiffres, c'est 43 millions d'euros, l'industrie de la location courte durée, par an, ou milliards, 43 millions ou milliards, je sais plus. En France, je crois que l'étude a été faite en 2023. Qu'il y a mieux de lancer des trucs dans les pays où il y a un peu d'oseille. Et qui sont touristiques, surtout quand on parle de location courte durée. Mais le perdant a toujours une excuse. Alors là, je parle de mon business model, mais je vous ai déjà parlé de ma reconversion dans la technologie. Je vous ai déjà parlé de ma réinvention de geek timide, un dragueur, mec qui sort, etc., qui aborde des filles, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que passer de geek timide à mec qui est capable d'aborder une fille dans la rue, prendre son numéro, est-ce que vous ne pensez pas que ça passe par une profonde remise en question? Par des... J'ai pas envie de dire des humiliations parce qu'aucune fille ne m'a jamais humilié. Mais même si techniquement je n'ai jamais été humilié, le ressenti est extrêmement pénible. En tant que geek, vous avez l'angoisse, la sensation d'inconfort social, de honte. Le niveau de cortisol est explosif, même si techniquement la fille n'est pas méchante. Il faut passer à travers ça. Celui qui veut s'en sortir, s'en sort. Celui qui veut trouver des solutions, les trouve. Celui qui veut se plaindre, celui qui veut trouver des excuses, il en trouvera également. D'accord? Ça marche pas du premier coup. Ah moi j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Oui. Tous les gens qui ont essayé, ça n'a pas marché pour eux. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. D'accord? Il y a des exceptions. Mark Zuckerberg, bon, il a lancé un truc, il était encore à l'université, ça a marché, il est devenu milliardaire. Très bien, il y a des gens qui ont de la chance. Il y a un mec qui gagne le loto tous les mois, soit dit en passant. Mais je parle de la moyenne des gens qui se lancent, pas la moyenne des gens en général, hein, mais parmi la toute petite minorité de personnes qui se bougent le cul, qui se lancent, pour la majorité des gens, ils vont subir des échecs, bien sûr. Ils vont tenter plusieurs trucs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Ils vont passer par certains... D'où l'importance de passer par un coach, si on en a les moyens. Parce que passer par un coach, passer par un mentor, permet d'éviter certaines erreurs. Et la première des erreurs, c'est la procrastination et la perte de temps. D'accord? Permet d'éviter des erreurs, permet d'avoir un retour, permet d'avoir une personne à qui parler, si votre entourage ne vous soutient pas. Permet de faire le point régulièrement. Ça, pour le mindset, c'est indispensable.
Pourquoi pensez-vous que les gens se paient des coachs sportifs? Les gens vont dire: «Oui, mais maintenant avec l'IA, ça sert à rien d'avoir un coach». Alors déjà, c'est complètement faux, ne serait-ce que sur le plan informationnel, parce que quand vous allez rentrer dans une niche, surtout un truc qui est pas très mainstream et cetera, où il y a des connaissances de terrain, il y a des trucs qui sont liés au feeling et cetera. L'IA peut se tromper, peut complètement se planter. Regardez, si vous avez une expertise technique, une expertise dans un domaine particulier et que vous utilisez l'IA au quotidien comme moi, vous vous rendez bien compte que souvent elle se plante. Pas toujours, mais même si elle se plante une fois sur 10, pour une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas en fait, vous avez 10 cartes en main, il y en a une qui vous dit quelque chose de faux, mais vous ne savez pas c'est laquelle qui vous dit quelque chose de faux. Mais ça peut être catastrophique. Évidemment, pour l'expert qui connaît son domaine, l'IA lui donne 10 cartes en main, il peut aller 1000 fois plus vite. S'il y a une erreur, il la repère tout de suite. Il prend cette carte, il la jette. Parce qu'il a l'expertise qui lui permet de dire attends, là, il y a une petite erreur. Ou bien là, tu as dit quelque chose qui est vrai de manière générale, mais dans mon cas précis, réfléchis, tu as oublié, tu n'as pas pensé à ce côté-là. Tu n'as pas pensé à ce détail. Et là, l'IA qui réfléchit, qui dit ah oui, effectivement, compte tenu de ce détail, machin, truc bidule. Mais ça, tu n'as été capable de faire ce retour à l'IA que parce que tu as une expertise dans le domaine en particulier. Quand tu n'as aucune expertise, tu prends tout pour argent comptant. Et l'IA, elle te dit ce que tu vas entendre, hein. Ou alors elle te dit ce qu'elle a synthétisé sur Reddit. Imagine obtenir des conseils de la part d'une IA, tu ne le sais pas, mais en fait, le conseil, il vient d'un espèce de gauchiste sur Reddit. Imagine le conseil qui t'est donné, ça vient d'un perdant. Ça vient de 10, 20, 30 perdants qui sont dans une echo chamber sur Reddit, d'accord, qui passent leur temps à se trouver des excuses, à hater sur tout et n'importe quoi. Et l'IA, elle est sur ce domaine en particulier, bah, il n'y avait que ce forum de discussion, elle allait chercher des informations là-dessus. Imagine, tu te nourris de ça, tu mets ça dans ta tête et tu le prends pour argent comptant. Ne serait-ce que même sur le plan de l'information, où l'IA est censée être la plus forte, elle peut se tromper, il faut faire attention. Mais de très loin, l'avantage de passer par un coach, c'est le côté relationnel, c'est le côté humain, c'est le côté accountability. C'est pour ça que les gens prennent des coachs sportifs, alors qu'on sait très bien comment perdre du poids. Parce qu'un type qui vient, qui te botte le cul, qui te dit qu'est-ce que tu as mangé, où est-ce que tu en es, est-ce que tu es allé à la salle. Quand les mecs font venir des coachs chez eux, vous avez maintenant toute une industrie du coaching fitness en ligne. Mais les gens qui sont fortunés font venir des coachs à la maison. Le coach vient chez toi, il ouvre tes placards. Tu dis, c'est quoi cette merde-là? Tu vois ce que je veux dire? Une IA ne pourra jamais faire ça pour toi. Et même si elle le fait, c'est un robot. Donc t'en as rien à foutre. Tu peux faire un nouveau chat. Mais quand ton coach qui te suit depuis 3 mois te dit qu'est-ce que c'est que ce tube d'Oreo, espèce de gros porc, bah tu peux pas faire un nouveau chat. Et s'il est difficile de perdre du poids, bien souvent la douleur liée à un investissement financier est encore bien plus haute. Parce qu'un investissement, c'est finalement, effectivement, c'est l'argent qu'on a peut-être mis du temps à économiser. C'est pourquoi moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui est pas sur YouTube, mais qui est dans. J'envoie cette vidéo aux gens qui me sollicitent pour un accompagnement. C'est pourquoi, effectivement, moi, je recommande aux gens qui sont en grande détresse financière, en tout cas, de ne pas faire appel à moi. Ça sert à rien qu'on travaille si la personne, elle est là, elle a la tête sous l'eau, elle n'en peut plus. Pour moi, c'est désagréable et pour elle aussi. Je sais qu'il y a des gourous sur internet qui n'ont aucun scrupule à dire à un étudiant: «Va faire un prêt étudiant, paye-moi avec ton prêt étudiant». Après le mec, il se retrouve la tête sous l'eau, il n'a plus les moyens de faire de la alors les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous vendent des trucs, ils vont avoir des closers qui vont essorer un étudiant, OK? Ils lui prennent tout son fric et après ils lui disent: «Maintenant tu vas devoir faire de la pub Facebook, il faut que tu mettes 2 000 balles de pub Facebook». Évidemment, l'étudiant, il a plus rien et le coach, il lui dit: «Bah, démerde-toi, voilà. De toute façon, moi j'ai pris mon oseille». Non, moi je travaille pas comme ça. Je serais bien dans l'embarras si effectivement je désaurais une personne pour la forcer à prendre mon accompagnement et que derrière je vois bien que la personne est dans la difficulté, elle a même pas les moyens de payer un mois de loyer. À quoi ça sert? Moi, c'est vrai que je préfère être clair. Les gens qui sont dans la difficulté, j'ai rien contre eux, hein, mais je vais pas vous pousser à acheter quelque chose qui ne fait pas sens, qui ne fait pas sens pour vous. Sauf cas exceptionnel, si la personne est ultra motivée. Si la personne me dit: «Moi, je suis prêt à tout. Ce sont mes dernières économies, mais je suis prêt à tout pour me lancer là-dedans. Il faut que tu m'aides». Là, on peut travailler, mais je ferai bien attention quand même à cerner le gars et à lui poser les bonnes questions. Parce que je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où la personne est en difficulté, où on ne peut plus avancer dans l'activité et où, finalement j'ai perdu mon temps. Voilà. Hem, le perdant trouve des excuses, le gagnant trouve des solutions
d'accord? Et en France, on a un gros biais sur la prudence, sur le parce qu'effectivement, en France, il y a cette, je pense qu'il y a aussi un côté positif là-dedans. Il y a un côté, nous sommes des sceptiques, nous sommes des cyniques. Ça, par contre, c'est mauvais. Être sceptique, être intelligent, c'est bien. Attention, ne pas pousser le scepticisme trop loin. Mais être cynique, pour moi, c'est pas bien. Mais le bon côté qu'on a en France, c'est le côté artisanal. On a un pays avec un savoir-faire, d'accord? Qui dit savoir-faire, j'ai expliqué dans ma vidéo où j'ai dit: «Être entrepreneur n'est pas un métier». Qui dit savoir-faire dit transmission. Dit, une personne effectivement qui a reçu un savoir d'un maître, qui lui-même l'a reçu d'un autre maître et depuis plusieurs générations. Et puis effectivement, l'idée, c'est de reproduire ce savoir à la perfection. Et ne serait-ce que reproduire, le coup de main, et cetera, ça va lui mettre des années, le gars. Donc quand on est dans cet état d'esprit, l'idée, c'est pas de faire des erreurs. L'idée, c'est de s'améliorer, c'est de vraiment bien faire les choses, bien connaître le modus operandi. Quand on entreprend, on n'est pas du tout dans un mindset comme ça. La France a également une tradition de centralisation. Donc comprenez que quand vous êtes dans un mindset où l'idée, c'est de reproduire un schéma qu'un maître vous a enseigné. L'idée, c'est centralisation, le tampon, l'aval de l'État. C'est un pays qui ne peut faire que des fonctionnaires. Il est évident qu'un pays comme ça ne peut pas créer l'intelligence artificielle. Je sais ce qu'on va me dire, mais si on a Mistral IA, d'accord? De la même manière que les Chinois ont DeepSeek. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Pourquoi les Français et les Chinois n'ont pas pu sortir Mistral IA et DeepSeek avant que les Américains sortent ChatGPT? Pourquoi il a fallu que ce soit les Américains qui donnent l'impulsion? Et après, tout le monde, ah, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Il y a en France des gens très talentueux, mais l'écosystème n'est pas forcément en faveur d'un entrepreneuriat très disruptif. Et c'est pourquoi la sous-location professionnelle, l'arbitrage Airbnb, comme je l'appelle, comme les anglophones l'appellent, est un excellent business puisque c'est très safe, c'est pas très disruptif, on a des revenus qui sont sûrs et certains. Après, ça ne fera pas de vous des milliardaires. Ok. À moins que vous fassiez une levée de fonds et que vous disiez à une personne, on va prendre tout un immeuble, mais quitte à faire ça, autant acheter l'immeuble. À ce moment-là, on passe dans de l'immobilier traditionnel. Euh, Mais, mais c'est un business qui est très lean, qu'on peut lancer avec un capital de départ finalement très faible. Et surtout par rapport au capital de départ qui est très faible et au risque qui est quasiment de zéro, et au potentiel de liberté, c'est un business model en or. Par contre, oui, il faut sortir de chez soi. Ça ne se fait pas en quelques clics sur Shopify. Il faut sortir de chez soi. Il faut aller à la rencontre des propriétaires, des agents immobiliers. Et dans le lot, il y aura peut-être des débiles qui vont dire: «Oh, mais c'est pas possible, ça marche pas, hein, ça n'existe pas, ça. Hein.» Il faut encaisser. D'où l'importance d'avoir un mentor. Parce que quand un agent immobilier vous dit: «Non, ça ne marchera jamais», vous êtes bien content de pouvoir aller voir votre mentor et que votre mentor vous dise: «Ne l'écoute pas, c'est un bouffon.» J'ai expliqué pourquoi les agents immobiliers peuvent avoir un biais. Encore que j'ai jamais réellement rencontré d'agent immobilier qui avait un gros biais contre cette activité. Mais j'imagine que un agent immobilier, il est sur le marché, il fait son travail depuis 10 ans, 15 ans. Il est classe moyenne, il a un salaire lambda. Voici une personne qui se présente à lui, qui lui dit: Je veux mettre des apparts sur Airbnb dont je ne suis pas propriétaire et je vais en mettre 4, 5, 6 là. Et puis d'ici l'année prochaine, je quitte mon job.» Le gars va se dire: «Mais attends, moi je suis dans l'immobilier, je suis agent immobilier depuis 15 ans, tous les matins je me lève, et cette espèce de cloporte m'explique qu'en un an, il va rentrer dans un business, dans une industrie dont je suis un expert, faire un truc dont je n'ai jamais entendu parler, et devenir plus riche que moi et plus libre que moi? Ça hors de question, c'est pas possible. Si c'était si simple, je l'aurais fait moi-même.» N'est-ce pas? Le perdant a toujours une excuse. Sans parler de toutes les personnes qui vous disent: «Mais non, le propriétaire va le faire lui-même.» Non, il va pas le faire lui-même. On a déjà expliqué pourquoi. Le propriétaire n'acceptera jamais? Bien sûr que si, il acceptera. De plus en plus de propriétaires passent en location courte durée par dépit. D'accord? Ils n'ont pas envie de faire la location courte durée, mais ils se forcent à cause de toutes les lois communistes. Il y a même des propriétaires qui revendent, ou bien, pour ceux qui sont déjà propriétaires qui n'ont pas envie de revendre et qui n'ont pas de prêt sur la gueule, il y en a qui laissent leur logement vacant, tellement ils ont peur des locataires classiques. Quand vous allez solliciter ces gens-là et qu'ils vont comprendre à quel point vous allez pouvoir upgrader leur qualité de vie, bien sûr qu'ils vont dire oui. Mais il ne faut pas aller voir une personne. On est sur minimum une dizaine de visites. Le perdant se trouvera toujours des excuses. Le gagnant trouvera des solutions. Non, mais moi je suis dans une grande ville, c'est pas possible. Alors on va dans une commune qui est juste à côté. Ah, mais moi je suis dans un tout petit bled, il y a 300 habitants. Alors on va dans une commune qui est juste à côté, ce coup-ci qui est un petit peu plus grosse. Ou bien on fait autre chose. Mais le gars qui a le mindset de l'excuse, en fait, c'est pas une question de l'activité, c'est juste il a le mindset de l'excuse. Quelle que soit l'activité qu'il va se proposer de faire, à laquelle il va réfléchir, il va se trouver des excuses.
Et ça entraîne aussi le syndrome de l'objet brillant parce qu'en fait, le gars, il commence à faire un truc, il voit que c'est pas aussi simple que ce qu'il aurait imaginé et puis là, il tombe sur un youtubeur, un gourou, un article, une émission sur Capital où il entend parler d'un nouveau business model. Forcément que quand ça t'est présenté sur M6, ça a l'air sexy. Le gars se dit: «Je vais me lancer là-dedans». Puis il se lance et il voit que, ah bah, quand même par hasard, c'est pas aussi simple que ce qu'on lui avait dit. Il abandonne encore. Mais vous savez quoi? Tous les mecs qui ont réussi, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont eu cette courbe d'apprentissage. C'est ce qui leur donne effectivement cet avantage. Cette courbe d'apprentissage, c'est une forme de barrière à l'entrée. Et il est toujours nécessaire d'avoir une forme de barrière à l'entrée, qu'elle soit psychologique, financière. Parce que s'il n'y a pas de barrière à l'entrée et qu'il y a de l'argent à se faire, tout le monde se rue dessus et le business disparaît instantanément. Les amis, bon, de toute façon, je n'entends pas ici changer la mentalité d'un loser endurci. Mais pour ceux d'entre vous qui êtes dans l'hésitation, qui ne savaient pas trop, est-ce que je fais un truc, est-ce que je fais pas? Bon, il ne s'agit pas non plus de se lancer dans des opérations qui sont déraisonnables. Il ne s'agit pas de vendre sa maison et de tout mettre sur un actif financier dans l'espoir que ça double. Mais ayez un biais vers l'action. Si vous devez être biaisé, que vous hésitez de toute façon, on a toujours des biais, hein, on va être très clair. Personne n'a pas de biais. Celui qui n'a pas de biais, c'est celui qui reste assis sur une montagne et qui ne fait rien. Mais si vous deviez choisir entre un biais intellectuel, trop réfléchir, machin, et un biais action massive, les amis, choisissez toujours l'action massive. Surtout à une époque aujourd'hui où on a l'intelligence artificielle qui nous permet d'acquérir de l'information très rapidement. Comme j'ai dit, cette information sera toujours incomplète, mais pour savoir si l'information est bonne ou pas, vous avez besoin de vous lancer, vous avez besoin de mettre les mains dans le cambouis, d'avoir des retours du marché, pour voir si ce que l'IA vous a dit, c'est pertinent ou pas, pour voir si ça s'applique à votre cas particulier. Et pour ceux qui en ont les moyens, n'hésitez absolument pas à solliciter un mentor. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, les amis. Je vais terminer ce petit cigare, et ben on se retrouve demain ou plus tard pour un nouvel épisode sur Impair Digital. Ciao.